Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Alors nous voici repartis pour quelques semaines d'enseignement à distance, au moins 2, voire 3 pour les quatrièmes. Je ne sais pas trop encore, à l'heure où j'enregistre, nous sommes, vendredi 24 avril, donc je ne sais pas du tout, on n'a pas de consignes très claires. Mais au moins, cette semaine de toute façon, c'est à distance. Donc on va continuer comme on avait fait avant les vacances, c'est-à-dire je vais vous envoyer un planning à chaque début de semaine, avec un plan de travail, une vidéo, quand cela est nécessaire, que je vous demande de regarder s'il vous plaît, donc c'est ce que vous faites, donc c'est très bien. Vous la regardez jusqu'au bout, c'est important, parce que quand je regarde les statistiques, je vois que vous n'allez pas jusqu'au bout et c'est dommage parce que, c'est vraiment important de tout regarder. Et puis, bah, nous allons commencer. Donc vous avez déjà, fait, le QCM bilan. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Et puis aujourd'hui, donc nous allons faire la séance 3 de la leçon Mers et océans dans un monde maritimisé, leçon que nous avions commencé avant les vacances. Alors je vous ai mis sur le planning que c'est bien plus passionnant que ça n'en a l'air, parce qu'en faisant les petites recherches pour vous, bah, je me suis aperçue qu'on était finalement dans une actualité brûlante. Donc vous allez découvrir ça tout de suite après. Et puis cette semaine, donc j'ai pas fait de vidéo pour le jour 3 parce que pour les 4A et les 4G, le jour 3, bah, c'est vendredi et vendredi c'est férié. Donc j'ai fait une petite séance muguet pour les 4A et les 4G. Et puis les 4E pourront aussi faire la séance muguet s'ils le souhaitent. Mais surtout, vous allez enquêter, les 4e E, sur l'actualité en mer de Chine. Et puis les meilleures enquêtes, bah, moi je les mettrai sur Illico, hein, parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de raison qu'on continue pas à publier les travaux des élèves pendant que nous sommes confinés. Alors comme d'habitude, donc vous avez du travail personnel, apprendre la leçon, là entre la deuxième et la troisième séance. Et puis de toute façon, apprendre la leçon depuis le début, car je ne l'avais pas vraiment fait avant en vrai. Donc vraiment, c'est très très important que vous continuiez d'apprendre pour vous entraîner. Donc j'insiste beaucoup pour que vous le fassiez. Des lectures et des liens pour mieux comprendre, vous allez, j'y reviendrai tout à l'heure en vous expliquant. Et puis je rentre tout de suite dans le détail avec le travail du jour. Alors, donc nous sommes dans la séance 3, les enjeux géopolitiques des espaces maritimes. Vous avez la définition de ce qu'est la géopolitique, page 276. Donc vous avez besoin de votre livre pour ce cours. Donc vous êtes en train de suivre avec la vidéo support, c'est très bien. Et vous allez, donc on va regarder le travail à faire. Donc vous avez déjà recopié le titre du petit 2 en vert sur une nouvelle page de droite. Quels sont les enjeux autour des espaces maritimes du globe? Et dans ces enjeux, hein, il y a à la fois la géopolitique, l'énergie, l'environnement, la pêche, hein. Et puis je vous précise tout de suite ce qu'est un enjeu. Donc un enjeu, c'est quelque chose qu'on peut gagner ou qu'on peut perdre. Par exemple, les enjeux de l'enseignement à distance. Alors, ce que vous pouvez gagner, c'est de travailler tout seul, d'être mieux concentré. Ce que vous pouvez perdre, c'est l'habitude de travail, ou le fait de se lever à heure fixe, ou l'envie, hein, parfois. Donc voilà, ça, ce sont les enjeux. Alors en général, on parle d'enjeux pour une guerre, hein. Vous allez voir l'année prochaine les enjeux de la Première Guerre mondiale et puis les enjeux de la Deuxième Guerre mondiale. Là, nous voyons les enjeux autour des espaces maritimes du globe. Qu'est-ce qu'on peut gagner à exploiter les espaces maritimes du globe, mais qu'est-ce qu'on peut perdre aussi, hein. Donc c'est toute la question de cette séance 3, de la séance 4, et je crois que j'ai prévu une séance 5, hein. Il y aura une séance 4 sur les enjeux énergétiques et les enjeux économiques, et une séance 5 sur les enjeux environnementaux, pour que ça nous mène en fait, j'espère, jusqu'à la reprise des cours en vrai, hein. Et puis j'ajusterai si c'est nécessaire. Alors, une fois que vous avez recopié le petit 2 en vert sur une nouvelle page de droite, vous allez lire les documents page 276, on va les regarder ensemble. Et puis je vais vous expliquer l'actualité de l'espace qu'on va étudier aujourd'hui. Et je vous emmène en Chine, hein. Donc vous avez beaucoup de chance de partir en Chine avec moi aujourd'hui. Une fois que nous serons partis en Chine, bah, nous reviendrons pour rédiger une réponse, page de gauche, à la question quelle est la situation en mer de Chine. Donc vous ferez un effort pour structurer votre texte, une petite intro pour présenter le lieu, et puis vous pourrez expliquer les sources de tension en donnant des exemples précis. Donc je vous rappelle qu'un exemple précis, il faut qu'il soit localisé, il faut qu'il soit expliqué, rédigé, et puis vous pourrez déposer votre travail sur l'espace élève, hein. Je vais ouvrir l'espace élève pour vous.
S'il vous plaît, déposez en PDF, hein, si vous prenez une photo, vous pouvez tout à fait la l'exporter en PDF, ce sera bien plus pratique pour moi. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez recopier le cours du manuel B2, conflits territoriaux et sécurité en mer, page de droite. Alors, quelques mots sur cette séance spéciale dite du muguet. Alors d'abord, pour les quatrièmes E, hein, donc il y a un travail obligatoire, hein. Vous allez faire comme si vous étiez un journaliste. Alors vous êtes un journaliste, mais vous êtes confiné. Et vous cherchez à savoir ce qui s'est passé pendant la semaine écoulée en mer de Chine. Parce que moi, je vais vous parler de quelque chose qui se passe maintenant. Mais entre le moment où j'enregistre ma vidéo et le moment où vous allez la voir, il va s'écouler du temps et je ne sais pas trop quels vont être les événements de la semaine prochaine. Donc vous allez regarder ça. Et puis s'il n'y a rien qui s'est passé, vous allez me faire un petit point un peu plus complet sur ce que moi je vais vous dire aujourd'hui. Donc vous allez faire des recherches, rédiger un petit article pour faire le bilan. Et puis à la fin de votre article, surtout, vous allez m'insérer les liens que vous avez utilisés parce que vous allez voir que la propagande chinoise est très importante et vous devez faire absolument attention aux sources que vous utilisez, hein. Je vais vous sensibiliser à ça juste après. J'ai fait une petite recherche sur internet qui va vous permettre de mieux comprendre. Vous enverrez votre travail sur l'espace élève, les 4e E, et puis si vous voulez jouer avec les 4A et les 4G, vous n'hésitez pas à insérer votre photo de muguet à la fin de votre article. Et donc voilà, j'en viens à cette petite séance dite du muguet. Donc l'objectif, hein, c'est que vous cherchiez un petit brin de muguet, vous vous photographiez avec, vous me l'envoyez, et puis moi après je fais une photo de classe confinée avec tous vos petits brins de muguet. Voilà, donc c'est juste pour rigoler et faire un petit peu autre chose. Et puis ça occupera votre 1er mai. Voilà, évidemment c'est facultatif. Bien, alors on est parti en mer de Chine. Alors vous prenez vos manuels, page 276-277, et on regarde la carte. Alors, donc d'abord, vous voyez où nous sommes, donc la Chine, énorme puissance, hein, deuxième puissance économique mondiale aujourd'hui, très loin derrière les États-Unis, jusqu'à une période très récente, et toujours aujourd'hui. On ne sait pas ce que va donner la conséquence de l'épidémie actuelle, mais en tout cas, pour le moment, donc la Chine est la deuxième puissance économique mondiale, mais dans cet espace asiatique, elle est bien la première. Alors, vous voyez que le littoral chinois, en fait, s'étend sur l'océan Pacifique, mais qu'ici, vous avez une première mer, en fait. Et ici, un espace beaucoup plus fermé, hein, qu'on appelle la mer de Chine méridionale, hein. Donc tout ça, c'est la mer de Chine, hein. Et ici, vous avez la mer de Chine méridionale. Alors, des métropoles de plus de 5 millions d'habitants, donc la grande mégalopole japonaise ici, Tokyo, Osaka, Pékin, qu'on appelle de plus en plus Beijing, Shanghai, avec le port de Yangshan qu'on a étudié ensemble avant les vacances, Hong Kong, les Philippines ici, le Vietnam, hein, je vous indique les pays dont nous allons parler, ici Singapour, avec un point de passage stratégique très important ici. Et puis, vous voyez que sur cette carte, on vous dit qu'il y a des territoires revendiqués par la Chine. Alors, un premier territoire, Senkaku, et un deuxième territoire, Taïwan. Alors, le Taïwan est une république, hein, c'est un pays indépendant, mais autrefois il était rattaché à la Chine. Alors, je vous laisse faire quelques petites recherches si ça vous intéresse sur l'histoire de Taïwan. Vous avez ici deux concurrents, hein, deux Chines en fait, hein, une grande Chine et une toute petite Chine, hein, qui revendiquent toutes les deux d'être chinoises, hein. Donc là c'est un territoire qui est revendiqué par la Chine. Et puis vous avez un autre territoire ici qui est l'archipel de Senkaku, qui est revendiqué par la Chine, mais qui appartient en fait au Japon. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de territoire revendiqué? Mais regardez, il y en a d'autres. Voilà. Donc par exemple, l'archipel Paracel, alors j'ai trouvé Paracel et Paracels, alors je ne sais pas trop.
Et puis, ici, les îles Spratly, donc au large de l'Indonésie et du sultanat du Brunei. Alors, pourquoi, on a un problème, dans cet endroit? Eh bien parce que, normalement, si vous regardez, je reprends ici, là vous avez la définition de ce que c'est qu'une zone économique exclusive. Alors une zone économique exclusive, c'est un espace maritime sur lequel un État possède des droits d'exploitation et d'usage des ressources. Et donc, une zone économique exclusive, ça va jusqu'à 370 kilomètres, voire 648 kilomètres en cas d'extension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette zone, un État a le droit d'exploiter le sous-sol, les fonds maritimes, donc les fonds marins, donc exploitation d'hydrocarbures par exemple, de pétrole ou de gaz naturel, mais aussi la pêche. Donc, par contre, n'importe quel État, n'importe quel navire peut circuler dans une zone économique exclusive, ça ne pose pas de problème. Seulement l'exploitation est réservée à l'État qui possède cette zone économique exclusive. Alors, pour que vous compreniez bien, donc voici les zones économiques exclusives en mer de Chine méridionale. Alors, donc la Chine est ici. Ici, vous avez le Vietnam. Et puis, en petit tiret, vous avez la délimitation des zones économiques exclusives. Et vous voyez qu'elles sont très proches les unes des autres, voire qu'elles peuvent se chevaucher. Donc vous comprenez assez vite que c'est un enjeu territorial majeur pour les puissances qui bordent la mer de Chine méridionale. Ici, vous avez, alors un peu plus haut, là on ne le voit pas sur la carte, vous avez par exemple les îles Senkaku. Euh, alors les voici, hein, les îles Senkaku. Vous voyez, il n'y a rien, hein, ce sont des petits îlots rocheux. Mais à partir du moment où on a un îlot qui appartient à un territoire au milieu d'une mer, ça veut dire qu'autour de cet îlot, eh bien, il y a une zone économique exclusive. Alors, quelles sont les conditions pour qu'une zone économique exclusive existe autour d'une île? C'est pas n'importe quoi. D'abord, il faut que cette île ou cet îlot ou ce petit bout de roche ne soit pas recouvert par la marée haute, c'est-à-dire qu'il soit constamment émergé. Ensuite, il faut que cet îlot soit peuplé, hein, qu'il y ait des habitants. Et enfin, il faut qu'il y ait une activité économique au sein de cet îlot. Donc, vous voyez, là par exemple, autour des îles Senkaku, a priori, là on voit pas d'habitat. Hein. Donc c'est bien pour ça que la Chine et le Japon se les disputent. Hein. Et puis on va voir comment est-ce que la Chine parfois s'arrange pour rendre ces îlots exploitables. Alors là vous les voyez ici, hein, les îles Senkaku, hein, donc revendiquées à la fois par le Japon et par la Chine. Mais vous allez me dire, mais enfin on ne comprend pas, puisque de toute façon, ces îles Senkaku, si on regarde sur le... Alors là on ne les a pas, mais ne font pas partie de la zone économique euh, exclusive chinoise. Oui, mais regardez ici. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tirets rouges sont en fait une limite qui a été tracée par la Chine et cette limite, elle dit que, attends, je recherche mon document, voilà, ça s'appelle la solution à 9 traits, hein, et cette solution à 9 traits, elle a été décidée unilatéralement par la Chine, hein, ça veut dire que c'est la Chine toute seule qui a décidé que à l'intérieur de cette zone, eh bien, ce serait un espace exploitable par la Chine. Et donc ça, c'est établi depuis 1947.
comme ça, ça pend comme ça un petit peu, ça fait une espèce de langue. Les autres États l'ont appelée la langue de buffle, mais en fait, cette revendication chinoise n'a aucune légalité sur le plan du droit international, hein, et la Chine a été condamnée pour s'être approprié cet espace maritime, ce qui ne l'a pas empêché de développer à cet endroit le tourisme, d'intimider les populations, et notamment les pêcheurs. Vous pourrez regarder sur la vidéo de France 2 un pêcheur vietnamien qui explique hein, qu'il a été plusieurs fois attaqué par des navires chinois. Donc, alors je voulais vous montrer autre chose. Comment est-ce que la Chine fait pour s'approprier des territoires? Voici par exemple dans l'archipel des îles Spartley le récif de Fiery Cross. Alors il est vu par satellite en janvier 2006, hein, donc c'est la photographie du haut. Donc ici, donc vous voyez en fait à l'intérieur il y a un lagon, il n'est pas habité. Il est vraisemblablement recouvert une partie de l'année par les mers. Et puis, hop, je me suis trompée. Et puis voilà le même récif vu en avril 2015. Eh bien, les Chinois ont construit dessus. Donc, ils ont fait en sorte que cet îlot soit un peu plus surélevé, qu'il soit habité et qu'il ait une activité économique, puisque regardez, ils ont installé un petit port. Même chose ici, une des îles de l'archipel des Paracels, la Chine a fait construire une piste d'atterrissage. Et donc aujourd'hui, cette île qui fait partie d'un archipel qui appartient pourtant au Vietnam, eh bien, est peuplée par des Chinois. Mieux, je vous montre les dernières recherches que j'ai faites sur Internet, donc ce matin. Donc je rappelle que nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 24 avril. Je vois ce matin, publié hier sur le site du Figaro, Pékin profite de l'épidémie pour pousser ses pions en mer de Chine méridionale. C'est-à-dire que pendant que nous sommes tous en train de prendre notre température et voir comment fabriquer des masques, et ben ce qui se passe, c'est que la Chine est en train de mener une offensive en mer de Chine méridionale. Donc on vous explique ici que depuis lundi, il y a 3 navires de guerre américains qui sont rejoints par une frégate australienne qui sillonne la mer de Chine méridionale pour des exercices de passage. Pourquoi? Parce que il y a eu une succession de provocations chinoises depuis le début du mois d'avril que je vous laisse découvrir tout seul. Un navire chinois présent près des îlots Senkaku, et puis au niveau des îles Paracel également, il y a eu une tentative chinoise. Donc les Américains qui sont présents dans cette région, on va le revoir tout à l'heure sur la carte, essayent de jouer un rôle de gendarme dans la région, donc la tension monte un petit peu. Justement, donc, en ce qui concerne les îles Paracel, alors je vous remontre où est-ce qu'elles sont, donc sur la carte ici. Voilà, donc ici au large du Vietnam. Hein. Donc sur ces îles Paracel, la Chine s'est installée et elle part du principe que c'est un territoire chinois. Alors je vous montre de quelle manière. Je retourne sur internet. Donc là, il y a quelques mois, la Chine a décrété que ces îles Paracel étaient un morceau de la ville de Sansha, province insulaire de Hainan, qui n'est pas du tout reconnue officiellement ni par le droit international ni par le Vietnam, hein, qui lui dit que ça lui appartient. Sauf que regardez comment la Chine s'y prend. J'ai cherché Sansha sur Wikipédia. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le pays c'est la Chine, donc vous savez que n'importe qui peut rédiger des notices Wikipédia, hein. Donc là vous avez une tentative de la Chine de dire bah si c'est à nous, puisque de toute façon c'est même marqué sur Wikipédia, hein. Alors ça reste une ébauche ici, hein, vous voyez, c'est une ébauche, mais on trouve bien mention de ce territoire comme faisant partie du territoire chinois. Et donc là, on vous explique que dans l'histoire, la ville a été créée en juillet 2012,
Depuis, le Vietnam proteste régulièrement contre son existence sur des archipels qu'il revendique. Mais en gros, là, on vous fait comprendre que depuis que la ville a été créée, que ça devient intéressant, le Vietnam dit que c'est à lui. Mais le Vietnam, si vous allez sur des sites vietnamiens qui sont écrits en français, vous allez voir que le Vietnam, lui, montre des cartes qui datent du XVIIe siècle et qui prouvent que ces îles appartiennent au Vietnam depuis très longtemps. Toujours dans une volonté de propagande de la Chine. Alors, vous vous souvenez, hein, je vous avais expliqué que CGTN, il fallait faire attention, hein, c'est marqué, hein, financé entièrement ou partiellement par le gouvernement chinois. Eh bien, voici, hein, découvrez le paysage magnifique de la ville de Sansha en mer de Chine méridionale. La ville de Sansha, l'une des îles, alors je ne sais pas comment ça se prononce, hein, Risha, dans la province de Hainan, a été fondée le 24 juillet 2012. Cette ville possède la plus grande zone maritime du pays, mais la plus petite superficie et la plus petite population de Chine. Ben oui, tu m'étonnes. Alors, on y va, on va rêver un peu. Hop, je peux le mettre en plein écran. Voilà. Un petit peu de musique. Magnifique. Donc, on en a pour 1 minute 50. Et vous voyez, regardez sur les navires. Tous les navires battent pavillon chinois. Il y a des drapeaux chinois. Donc, voilà le petit archipel. Effectivement, c'est charmant. Avec une belle musique, comme au restaurant chinois où on ne peut pas aller. Voilà, des installations du gouvernement chinois, le drapeau chinois bien sûr, qui flotte. Voilà, ça fait du bien parce que moi, ça fait des semaines que j'ai pas vu la mer. Voilà, on nage dans l'eau, tout ça. On fait de la plongée sous-marine, on pêche. Petit pavillon chinois. Voilà. Donc je vais l'arrêter. Hop. Non, 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 non. J'annule ça. Voilà. Donc vous voyez que cet espace en mer de Chine méridionale est effectivement source de tension. Alors je fais apparaître le tout sur votre carte, donc les villes, donc les territoires revendiqués par la Chine, les archipels revendiqués par plusieurs pays riverains, la fameuse langue de buffle qui descend en mer de Chine méridionale, et puis eh bien, ceux qui jouent un rôle d'arbitre, ce sont les Américains. Alors les États-Unis sont présents, ils sont très liés notamment aux Philippines, et ils essayent de maintenir leur présence. Alors pourquoi c'est très important? Parce qu'il y a un projet pour les Chinois de faire percer un tunnel ici. Alors, pardon, pas un tunnel, un canal. Donc ils veulent percer un canal ici, donc il y a des pourparlers qui sont en cours avec la Thaïlande. Imaginez qu'un canal soit percé ici, ça veut dire que les navires chinois n'ont plus besoin de faire le tour ici. Et surtout ne passent plus par Singapour. Et ils ne passent plus par le détroit de Malacca. Donc ça pourrait déstabiliser complètement la région. Voilà. Voilà, pour le détroit de Malacca. Alors, vous avez avec ce document, cette carte, un texte, donc tension en mer de Chine, donc qui date de 2015. Je vous le lis. La mer de Chine méridionale est devenue, en ce début du XXIe siècle, un foyer de tensions militaires. En effet, selon le droit de la mer, chaque pays dispose d'une zone économique exclusive de 200 000 marins au-delà de ses côtes, donc je vous ai dit tout à l'heure, c'est 370 km.
À l'intérieur de cette zone, la navigation internationale est autorisée, mais l'exploitation des ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche, minérale et énergétique, est exclusivement réservée aux pays qui la possèdent. Or, en mer de Chine méridionale, ces zones économiques exclusives sont d'autant plus convoitées qu'elles contiennent de riches gisements de pétrole et de gaz, plus particulièrement aux environs des îles Spratly, et se situent sur des voies maritimes parmi les plus fréquentées du monde. Et donc vous comprenez pourquoi la langue de buffle descend comme ça le long de la mer de Chine méridionale. Ben, c'est tout simplement que le sous-sol est très riche, qu'il y a une voie maritime très importante qui passe par là et que la mer est très poissonneuse. Donc voilà. Alors, si je reviens à mon plan de travail, donc qui est ici, hein. Maintenant qu'on a lu les documents, page 276, et que vous êtes davantage au courant de l'actualité récente de la région, vous allez pouvoir rédiger votre réponse en quelques phrases. Et puis, vous n'oubliez pas de recopier le cours du manuel B2, donc que je vais vous lire maintenant, ici. Alors, c'est pas tout à fait dans l'ordre, hein, mais c'est pas grave, parce que sinon, c'était pas cohérent. Donc, conflits territoriaux et sécurité en mer, vous pouvez mettre le petit sous-titre. Des règles internationales permettent de définir les espaces maritimes territoriaux, mais les délimitations des zones économiques exclusives sont contestées dans de nombreuses régions. Les conflits maritimes sont souvent la prolongation de conflits terrestres entre États, associés à une volonté d'accéder à de nouvelles ressources. Et quand on parle d'espaces qui sont tendus, en fait, vous voyez ici sur la carte qui est sur la page d'avant que des espaces maritimes au cœur de tension, ben, il y en a beaucoup. Donc on retrouve la mer de Chine ici, l'Arctique dont nous parlerons la prochaine fois, mais c'est également le cas pour le golfe du Mexique, pour les Caraïbes, la Méditerranée, le golfe de Guinée et le golfe de Persique, pour des raisons pétrolières que vous connaissez. Voilà, eh bien nous en avons fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de bien travailler. J'attends vos photographies avec beaucoup d'impatience. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Au revoir!